La parole est à Loïc Hervé pour le groupe Union centriste. Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le Président de la Commission des lois, rapporteur du texte, mes chers collègues, le Sénat touche aujourd'hui le dernier stade d'un débat qui était attendu de longue date par nos concitoyens, celui du rétablissement de la confiance dans les structures qui fondent notre vie démocratique. Ce débat était un engagement de campagne du Président de la République. C'était aussi et surtout une nécessité après les innombrables polémiques nées au cours de la campagne électorale. La Haute Assemblée a cherché depuis près de 2 mois à travailler dans un esprit d'ouverture et de dialogue avec le gouvernement et la majorité nouvelle à l'Assemblée nationale. Notre objectif n'a jamais dévié, déterminer le meilleur équilibre possible entre les intentions initiales du gouvernement et les réalités de l'action publique. Le groupe de l'Union centriste du Sénat, que je représente cet après-midi, se félicite de constater qu'après la commission mixte paritaire de mardi dernier, nos convergences ont permis de définir un texte commun concernant la loi ordinaire qui est désormais en attente de promulgation. Il n'en a malheureusement pas été de même concernant le projet de loi organique, et pour un motif unique que tout le monde connaît, qui nous intéresse cet après-midi, la question de la réserve parlementaire. Sur ce sujet, on le sait, il y a pu avoir des dérives dans le passé. Néanmoins, l'idée que la réserve soit une bourse à la corruption des grands électeurs est un mythe. Accréditer ce mythe, c'est alimenter l'antiparlementarisme, comme vient de l'évoquer notre collègue Barbier. Ce mythe, on doit le combattre autant qu'il le faut dans ce pays, défendre le soutien financier à l'action publique locale. Sur le plan de la méthode, je ne peux que regretter l'attitude qui nous a été décrite de Madame la présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale lors de la CMP de mardi. Déclarer que le gouvernement ne veut pas de la réserve sous quelque forme que ce soit ne tient pas lieu d'argument suffisant. Je déplore, ainsi que mes collègues du groupe de l'Union centriste, que le débat de CMP n'ait pu être à la hauteur des enjeux, de sorte que j'espère que vous pourrez, Madame le garde des Sceaux, nous renseigner sur les raisons qui justifient cette obstination, malgré les travaux du Sénat, de la majorité des groupes politiques et de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Sur le fond du dossier, je souhaiterais rétablir une fois pour toutes quelques vérités au bénéfice de nos concitoyens. La réserve parlementaire n'est pas un instrument népotique. Aucun parlementaire ne se promène, même le dimanche, dans son territoire d'élection avec un carnet de chèques à la main. La réserve est en revanche le seul outil d'intervention directe à la disposition des parlementaires. C'est un outil modeste de 146 millions d'euros répartis entre plus de 900 parlementaires. La réserve est modeste, elle n'en est pas moins nécessaire. Et nous avons tous, à la lumière de l'exemple pris tout à l'heure, des petits projets, des choses qui ont été faites concrètement dans des collectivités ou auprès d'associations dans le domaine du patrimoine, de la culture. Alors, effectivement, il y a des associations, de très grandes associations, qui bénéficient de la réserve parlementaire, le Secours catholique, par exemple, mais aussi la Fondation Jean Jaurès, mais c'est surtout les communes rurales qui ont besoin de cette réserve et qui peuvent, avec elle, concrétiser des projets d'investissement difficiles à financer, souvent parce que le projet est tellement petit qu'il n'est éligible à aucun autre mode de financement. Combien d'églises ou d'autres monuments essentiels à notre patrimoine local ont été sauvés grâce à la réserve? Nul ne saurait le dire tant ces crédits jouent un rôle important pour assurer le lien dans le travail du parlementaire avec la vie locale réelle. A fortiori, des efforts notables ont été réalisés depuis plusieurs années pour garantir la transparence de la réserve. Les crédits sont consultables en ligne et il est de plus en plus fréquent que les parlementaires fassent eux-mêmes, c'est mon cas, la publicité de leur engagement dans tel ou tel projet local au moyen de cette réserve. La suppression de la réserve pose également un problème démocratique majeur. Comment expliquer que l'on supprime un levier financier d'action à des responsables politiques démocratiquement élus, alors que l'on confie l'opportunité de la ventilation de la DETR ou du FSIL à des préfets de région, c'est-à-dire à des fonctionnaires nommés par l'exécutif et qui n'ont à répondre qu'auprès de lui.
Si c'est cela le rétablissement de la confiance, ça en dit long sur la suspicion actuelle vis-à-vis des élus, et évidemment la suspicion nourrie à leur encontre. Enfin, la suppression de la réserve dans sa rédaction actuelle pose un problème d'ordre constitutionnel. La rédaction de l'article 9 n'est rattachable à aucune disposition constitutionnelle clairement identifiée et justifiant l'intervention du législateur organique. A fortiori, interdire une pratique qui n'est jamais définie ne me semble pas être un exercice de bonne législation. Le Conseil constitutionnel devra nécessairement en connaître et se prononcer sur cet aspect du texte, et cet aspect du débat devrait nous pousser à nous engager tous, autant que nous sommes, dans un débat de fond sur les voies et moyens permettant de sauvegarder une forme de réserve parlementaire rénovée, encore plus transparente et au service de l'investissement local comme de la vie des associations. La solution proposée par le Sénat et revue par la commission des finances de l'Assemblée permettait de répondre aux besoins de soutien financier des collectivités et des associations. Cette solution permettait aux parlementaires, dans le Parlement de l'après-cumul, qui connaît déjà ses effets à l'Assemblée et qui va les connaître désormais au Sénat, de conserver un levier d'action propre, tout en renforçant encore la transparence des crédits alloués. Dans ces conditions, et en associant mon collègue Yves Détraigne à cette proposition, je crois fermement que notre débat de cet après-midi peut nous permettre de définir un compromis permettant de concilier votre intention, Madame le garde des Sceaux, avec nos impératifs. Nous avons trouvé une solution commune concernant les modalités de prise en charge des frais de mandat. Nous avons trouvé une solution pour endiguer la pratique des emplois familiaux. Nous avons commencé à élaborer un statut législatif du collaborateur parlementaire. Nous avons donc les ressources pour trouver une solution de compromis concernant la réserve, et c'est dans cet esprit de recherche de consensus que je vous présenterai des amendements en ce sens, mais ils n'ont pas été déposés, tant la rédaction issue de la commission des lois de ce matin nous satisfait. Au-delà, Madame la garde des Sceaux, le débat de ce jour n'a pas vocation à clore au Sénat le travail sur la réforme institutionnelle qui prendra la réforme d'une révision constitutionnelle pendant la prochaine session ordinaire du Parlement. Nous sommes donc aujourd'hui seulement en train de poser la première pierre d'un édifice qui a besoin de solides fondations pour durer. Je ne doute pas qu'à l'orée de cet important cycle de travail qui est devant nous, vous saurez, dans ce débat, faire preuve d'écoute, d'ouverture et de dialogue. Je vous remercie.